La commémoration de l'abolition de l'esclavage à la Dominique a été officiellement lancée. La population est encouragée à participer pleinement aux activités prévues, éducatives, culturelles, communautaires, ainsi qu'aux événements comme le prix Golden Drum et la randonnée de l'Emancipation Great Day. S'exprimant lors du lancement officiel mardi matin, la directrice de la culture, Jacinthe David, a expliqué que c'est la liberté qui est célébrée. C'est une célébration de la lutte de nos ancêtres, les Marrons et les autres, pour abolir l'esclavage. C'est l'occasion de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie dans cette lutte et à ceux qui sont morts pendant la traversée de l'Atlantique en raison des conditions inhumaines et de la brutalité de l'esclavage. La ministre de la Culture, Justina Charles, a ajouté quant à elle que l'accent est mis cette année sur le Barracoon et le Vieux Marché, deux sites importants liés à l'esclavage. L'année dernière, nous avons dévoilé le monument en l'honneur du nègre marron à Roseau. Ce monument est un symbole primordial qui permet de nous souvenir et de réfléchir à l'abolition de l'esclavage et au rôle du marronnage. Les gens qui n'ont aucune connaissance de leur passé sont comme un arbre sans racines. Et il est important de rappeler notre histoire et de la transmettre à la jeune génération. Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a annoncé que le budget national 2015 sera présenté au Parlement mercredi. Roosevelt Skerrit a précisé que la semaine avait été très courte et qu'il travaille dur sur la finalisation de son discours. Selon le Premier ministre, malgré la baisse du PIB du pays, les dispositifs d'aide sociale resteront intacts. Et si cela signifie que je dois arrêter la construction d'une route ou d'un élément d'infrastructure pour financer les programmes d'aide sociale, je le ferai. Nous continuons à investir dans l'agriculture, l'éducation et la santé. L'ambassadeur européen à la Barbade et l'OECS et l'ambassadeur français ont inauguré l'hôpital national financé par l'Union européenne le lundi 14 juillet, en référence à la fête nationale de la France, qui est l'un des plus grands contributeurs financiers à la réalisation de cet hôpital. Pendant la visite guidée, les responsables gouvernementaux ont salué la France pour son engagement envers le plus grand projet de l'Union européenne dans cette partie du monde. Selon la compagnie des eaux et d'assainissement Wasco, il n'y a pas de place pour la complaisance en ce qui concerne l'usage réglementé de l'eau. Le directeur général Vincent Hippolyte a déclaré « Ne vous méprenez pas, la sécheresse continue et ce n'est pas sans conséquence sur les réserves de la précieuse ressource de l'entreprise. La limitation de l'usage de l'eau est essentielle en ces moments difficiles. » Le ministère de la Santé soutient les efforts internationaux visant à s'assurer que les groupes à risque reçoivent des conseils et un traitement pour aider à combattre l'épidémie de sida. Alors que le nombre de personnes qui meurent du sida est en forte baisse, certaines populations clés ont en effet besoin de plus d'attention. Le ministère rappelle que les statistiques montrent que le taux d'infection du VIH chez les homosexuels est en hausse, ce qui incite les recommandations par l'OMS pour l'utilisation de médicaments antirétroviraux avec l'utilisation du préservatif comme moyen de prévention de l'infection du VIH dans ce groupe à risque. Les 4 nouveaux conseillers électoraux ont prêté serment ce vendredi devant les juges de la Cour de cassation. Léopold Berlanger, Néhémie Joseph, Max Mathurin et Yolette Mingual ont juré d'œuvrer dans le respect de la Constitution afin de réaliser de bonnes élections dans le pays. Le vice-président de la Cour de cassation, dans son discours de circonstance, a exhorté les nouveaux conseillers à rester loin de toute source de corruption et de mériter la confiance placée en eux. Au Champ de Mars, les travaux de construction des stands en prévision du Carnaval des Fleurs avancent à grands pas. Des ingénieurs contactés par Métropole donnent la garantie que tout sera fin prêt pour les festivités prévues les 27, 28 et 29 juillet prochains. La Banque centrale prévoit une croissance de l'économie du pays dès la fin de l'année. La prévision de 0,3% du gouverneur de la Banque centrale, Delay Worrell, a été annoncée cet après-midi après qu'il a publié le rapport semestriel très attendu sur la performance économique de l'île. Dans ce document, il prévoit une légère croissance à la fin de cette année et un pic les années suivantes à 1,2% en 2015 et 2,5% en 2016. Tout en expliquant que le gouvernement se heurtait toujours à une période très difficile avec les recettes fiscales de la TVA en baisse
baisse, l'impôt sur les sociétés diminué de 3 millions de dollars et des impôts directs amputés de 4 millions de dollars. Delilah Worrell a déclaré que la taxe de consolidation avait engrangé 9 millions de dollars, la taxe sur les banques commerciales 4 millions et que les suppressions d'emplois dans le secteur public ont permis d'économiser 20 millions de dollars. Il a rappelé que le tourisme sur le marché clé du Royaume-Uni a augmenté de 8,2%, tandis que les arrivées en provenance des États-Unis ont, elles, diminué de 7,2%. Le président Ralph Gonsalves a présenté la décoration que Rafael Correa, le président de l'Équateur, lui a remis lors de leur rencontre le 8 juillet dernier. Le Premier ministre et le président Rafael Correa ont ainsi confirmé le processus de coopération mutuelle qui permettra de renforcer le soutien à l'infrastructure, l'éducation, le dialogue politique et l'interaction entre les deux pays. Ralph Gonsalves a de son côté remercié le soutien apporté par l'Équateur pour reconstruire le pays après la tempête de décembre dernier. L'accord qui a été signé le 17 juillet dernier va influer sur la vie d'environ 20 000 fonctionnaires. Les avantages allant d'une augmentation du salaire minimum à la protection des emplois dangereux, des prestations qui doivent prendre effet à compter du 1er août. Lors de la cérémonie de la signature de l'accord au ministère de la fonction publique, le ministre des Finances, Michael Altikis, a remercié les dirigeants de la BPSU pour leur niveau de patience et de considération qui a permis d'arriver à un accord à l'amiable. Il a également salué le travail de l'équipe de négociation du gouvernement dirigée par le vétéran syndicaliste Keith Archer. Comme nous le savons tous, ce sont des moments très difficiles et nous avons demandé à tous les syndicats du secteur public de travailler avec nous afin de pouvoir manœuvrer à travers cette période financière très rude. Et je voudrais saisir cette occasion pour exprimer la sincère gratitude du gouvernement à tous les fonctionnaires qui assurent un service exceptionnel chaque jour pour les Bahamas. Rappelons que l'accord prévoit dès cette année une augmentation annuelle du salaire minimum de 800 $, ainsi qu'une prime de risque et une augmentation des prestations de retraite. Le commissaire aux travaux publics, Daryl Smalls, a défendu le budget de son ministère devant le comité des finances du Sénat mardi dernier. Il a présenté le détail d'un certain nombre de projets achevés, en cours ou en attente sur le territoire. La recommandation du gouverneur pour le département est un budget de 19,2 millions de dollars. Et en plus du financement local, le ministère prévoit d'obtenir 17,1 millions de sources fédérales. Ce département compte actuellement 225 employés, mais le nombre d'employés a diminué continuellement depuis 2007. La forte diminution du personnel au cours de ces années est alarmante et le ministère s'attend à perdre encore environ 5 personnes à la fin de l'exercice en cours. Daryl Smalls précise, si les difficultés persistent, nous serons contraints de réduire encore davantage les services tels que l'ingénierie et les transports. Avec une augmentation de la fréquence touristique de 9% cette année, le Premier ministre Moses Kirkconnell reconnaît qu'il y a une forte pression pour mettre en place le projet de l'aéroport. Il a déclaré « Nous devons faire face à nos responsabilités en ce qui concerne l'aéroport international Owen Roberts immédiatement et aussi vite que nous le pouvons. La surpopulation à l'aéroport de Grand Caïman est un problème de longue date et des mesures provisoires ont été mises en place dans l'urgence pour faire face aux problèmes d'espace. Nous pensons que les travaux en cours nous permettront d'accueillir les voyageurs dans des conditions de confort supérieures pour la prochaine saison, a déclaré Moses Kirkconnell. Le gouvernement n'aura pas besoin d'imposer de nouvelles taxes aux Jamaïcains, du moins pas pour le restant de l'année. Selon Richard Biles, coprésident du comité de surveillance de la performance économique, l'émission d'obligations avec succès pour un montant global de 800 millions de dollars il y a quelques semaines signifie que le budget de la Jamaïque pour l'exercice en cours est entièrement financé. Il ne devrait y avoir aucun besoin pour plus de taxes ou pour contracter de nouvelles dettes, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse tenue lundi. Le budget est à même de financer, selon lui, toutes les échéances de la dette pour le gouvernement pour les 12 prochains mois. Rappelons que le prochain remboursement d'obligations auquel le gouvernement doit faire face se monte à 200 millions de dollars et vient à échéance en octobre prochain. Des vents violents ont arraché les toits de 8 maisons dans la région de Point Fortin. 7 maisons dans la région de Siparia ont également été endommagées, laissant les familles complètement désemparées. Ces vents violents sont dus à la zone de convergence intertropicale. Les vents ont arraché les toits, partiellement endommagé les maisons et un arbre est tombé à Guapo. Les pompiers de Siparia ont enregistré de très nombreux appels des résidents de la région en raison de ces vents violents. Cette habitante déclare que le toit de sa maison a été partiellement arraché par une rafale de vent. Le président russe Vladimir Poutine s'est officiellement entretenu avec son homologue cubain Raúl Castro dans le palais de la Révolution.
Quelques heures avant, le chef d'État russe a déposé des fleurs au pied du monument du soldat internationaliste soviétique et sur celui du héros national José Martí. Vladimir Poutine a été décoré de l'ordre José Martí, la plus haute distinction décernée dans l'île. Poutine et Raúl Castro ont présidé la signature de divers accords et mémorandums qui établissent l'échange bilatéral dans des domaines tels que l'information, la technologie, la culture, l'industrie, le commerce, la santé et l'énergie. Vladimir Poutine s'est entretenu avec Fidel Castro. J'ai parlé avec Fidel Castro d'affaires politiques, internationales, d'économie, de la situation du marché, de devises et d'agriculture. En parlant d'économie, ils n'ont pas pu éviter de parler du blocus des États-Unis. Vladimir Poutine a réitéré une fois de plus son désaccord avec cette mesure. Poutine a ensuite négocié avec Raúl Castro à propos de divers sujets. Ils ont signé une série d'accords. Il s'agit par exemple de coopération entre deux entreprises russes et la compagnie pétrolière cubaine Cupet. Concrètement, ils vont développer de nouveaux gisements au large de Cuba. Ils ont également discuté de l'investissement dans l'infrastructure cubaine. Nous avons évoqué la création d'un centre de transport à Cuba avec la possible modernisation du port de Mariel et la construction d'un aéroport international moderne. De plus, ils ont abordé le thème de la construction de satellites du système de navigation russe GLONASS à Cuba. Ils se sont également mis d'accord pour construire 4 centrales électriques. La Cour des comptes a réalisé un audit fin 2011, lequel révèle que depuis 2010, Melanio Paredes a fait des dépenses élevant à des millions sans appel d'offres public. Je demande à ces messieurs de la Cour des comptes si avant 2010, il y a eu un appel d'offres pour acheter du lait. Et nous avons augmenté les offres faites aux coopératives d'éleveurs, à Santiago, à Azua. L'ancien ministre de l'Éducation ajoute que cet audit a violé son droit à la légitime défense. Il semblerait que la conseillère juridique de la Cour des comptes a réalisé son rapport sur un rapport préliminaire en ne tenant pas compte de nos remarques. Et le rapport final lui-même représente un problème d'inconsistance et de manière évidente de manque de qualité professionnelle.